Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais autant qu'aujourd'hui ressenti la profondeur et la véracité de l'adage millénaire de Nicolas Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, puisque nous nous apprêtons, malgré l'évidente méfiance que nous inspire notre déjà bien trop longue expérience de la chose, à replonger de plein pied dans les Marveleries, en se penchant sur le cas tout frais tout récent de Captain Marvel, 21e entrée de l'inarrêtable catalogue du MCU, c'est vous dire si on est raccord avec la tirade précitée. On va faire ça avec un trio de valeureux guerriers de la critique, Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 179 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Captain Marvel donc nous emmène une vingtaine d'années avant les événements habituellement racontés dans l'univers Marvel et nous retrace les aventures et le destin de Carol Danvers, ancienne pilote d'avion de chasse, désormais membre de Star Force, une unité d'élite Kree, une race extraterrestre en guerre ouverte contre une autre espèce, les Skrulls, la zone de combat étant comme par hasard notre bonne vieille Terre, où on va entre autres croiser quelques habitués rajeunis du MCU, dont le légendaire Nick Fury. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Derrière la caméra, même si chez Marvel c'est toujours un peu accessoire, c'est le duo Anna Boden et Ryan Fleck qui avait signé il y a quelques années un très joli film, It's Kind of a Funny Story. Et au casting, c'est Brie Larson qui hérite du rôle titre, accompagné de Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening, tandis que Samuel L. Jackson et Clark Gregg rempilent dans le rôle respectif de Nick Fury et de l'agent Coulson, rajeuni, on l'a dit, numériquement. Votre avis sur ce Captain Marvel, les amis? Julien Dupuis, la pétition n'ayant pas encore reçu, alors où nous enregistrons la pétition pour te faire cesser de prendre la parole en premier dans Nos Ciné, n'ayant pas encore reçu cette signature. Tu sais que t'as tort, Thomas. J'attends la moi, je l'ai pas signé. J'attends la centaine. J'ai pas signé non plus. Julien l'a signé. La grogne du monte, peuple, là, tu vois, ça, la voilà. colère monte et ce sera trop tard après. Les gilets roux, comme on les appelle. Les gilets roux, exactement. Non, donc mais ça Julien, va t'éclater au visage. Là, tout à fait, oui, tout à fait, je vois bien. Pour l'instant, vous êtes 50 à avoir signé la pétition, donc on va se calmer. Ce qui est merveilleux. C'est déjà merveilleux. Merci. J'attends les 100. En 99, on monte à 200. C'est ça. Voilà, j'augmenterai le ratio au fur et à mesure. Donc Julien, Je commence pour de vrai en plus. ah oui, non, mais sûr. vraiment, ah non, tu mais la ignores torture totalement. est totale. C'est voilà. Je trouve ça finalement c'est assez compliqué de critiquer les Marvel. Quelque part, il y a un truc assez vain. Déjà, moi, je pense qu'il faut quand même le dire aux gens. C'est quand même les projections de presse que je vois où le public invité se comporte de façon aussi acquise à la cause du film. C'est-à-dire que ça fait vieux con de dire ça, mais ça fait une vingtaine d'années moi que je vais en projo et tout, et les quelques Marvel en fait que j'ai vus depuis les Gardiens de la Galaxie, je dirais. À chaque fois, mais c'est la foire en fait chez nos confrères. Et encore ce matin, c'était le cas parce qu'on a vu donc le film ce matin en projo de presse. Et les gens applaudissent, rigolent. Tu sens qu'ils kiffent en fait tous les petits clins d'œil, etc. Et donc ils sont manifestement acquis à la cause, quoi. Et du coup, il y a un truc extrêmement basique et assez manichéen, je trouve, chez Marvel, où tu es contre, tu rejettes en bloc, ou alors tu es complètement acquis à la cause. Du coup, c'est jamais très facile en fait de juger de ça. Et l'autre problème, c'est qu'il me semble que les films se suivent et se succèdent à un tel rythme et sur un tel modèle d'écriture, etc., que c'est finalement pas toujours évident de les distinguer les uns des autres. C'est-à-dire que moi, si je devais comparer ce succès, ce fonctionnement, et faire une analogie, tu vois, qui va être merveilleuse et qui va te mettre l'eau à la bouche, Thomas, j'ai un peu l'impression, en fait, tu sais, tu vas chez Quick, ça n'existe plus. non, mais enfin, j'en sais rien, ou Ah, McDo, peu importe, tu vois, dans une chaîne de fast-food, on te sert tout le temps le même truc, qui est d'ailleurs avec le goût qui est nivelé totalement par le bas, qui est un peu sucré, etc. Tu ressors, t'as encore faim, mais voilà, bon, t'as eu ton truc. Et pour pas que t'aies l'impression de bouffer tout le temps le même truc, on va te dire, bah tiens, là, c'est la semaine suisse, on te met une tranche d'emmental, ou et bah là, c'est un peu pareil, si tu veux, les Marvel, c'est-à-dire qu'on te dit, ah bah c'est sauce teriyaki, alors du coup, c'est Doctor Strange, parce que c'est un peu asiatique, tout ça. Et là, et du coup, moi, pourquoi je dis ça, en fait?
c'est pas simplement pour la blague, c'est que j'ai l'impression que je ne peux juger des films Marvel que par ces petits ajouts, ces petites saveurs qui sont insérées de façon plus ou moins harmonieuse avec la totalité du film. Et si je dois donc juger le film par ce biais-là, parce que j'essaye de saisir, tu vois, cet objet totalement formaté, eh ben, il me semble que c'est très faible quand même, Captain Marvel. C'est-à-dire que là, c'est quoi les deux saveurs du moment en fait sur Captain Marvel ? C'est d'une part la saveur féministe, et là le terrain a été, il me semble, complètement balayé par Wonder Woman. Je fais aucun jugement qualitatif ou ce que je pense du film, etc. Mais c'est un fait que Wonder Woman a fonctionné là-dessus, sur le côté extrêmement féministe, pseudo-féministe du film, et sur la soi-disant de première super-héroïne, etc. Donc ça, c'est compliqué, il me semble. J'ai pas l'impression, en fait, que Marvel ait trouvé une saveur qui puisse fédérer le public et l'appeler. Et l'autre saveur, c'est la saveur années 90, où moi, j'ai eu un peu l'impression que les mecs s'étaient dit, ah bah tiens, les années 90, c'est les nouvelles années 80, en fait. Sauf que les années 90, c'est pas évident, en fait, à encapsuler dans une mode et dans une série de clichés. Et ça se sent, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'incompétence de l'équipe responsable du film, parce que moi qui ai grandi, qui ai passé mon adolescence dans les années 90, j'ai jamais eu l'impression de revivre cette époque-là. Donc ça, je pense que de toute façon, il y a un problème d'incarnation, de saveur, de cœur mis dans l'ouvrage, ce qui est propre à la plupart des films Marvel. Mais je pense qu'au-delà de ça, les années 90, c'est pas facile en fait, parce qu'il n'y a pas de mode hyper emblématique. Là, elle s'habille en grunge parce qu'il y a t'as un peu l'impression qu'il y a que ça, et puis t'as des références à Nirvana, à Guns N' Roses, parce que finalement dans les groupes de cette époque-là, ce qui a vraiment marqué, on va dire la culture pop vraiment très très large, il y a un peu que ça aussi. Et ça, c'est assez faible en fait. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pas là, ça l'est, et puis ils y vont quand même de façon très bourrine et très artificielle par-ci par-là, mais c'est pas suffisant en tout cas pour être un bon produit d'appel, pour te dire ah bah tiens, tu vas avoir un truc qui change, comme ça pouvait être le cas sur d'autres productions. Et le dernier élément en fait qui me semble très problématique dans Captain Marvel, toujours, et là j'essaie de m'adresser aux gens qui aiment ce genre de film, c'est le casting de Brie Larson. C'est-à-dire que Marvel, il y a quand même des qualités en fait qu'il faut leur reconnaître, une certaine tenue technique par exemple, bon, même s'il y a à redire de temps en temps, mais c'est quand même un studio qui sait faire des images, sait juguler les talents des différentes sociétés d'effets spéciaux à qui ils font appel, et ils ont quand même un sens du casting qui fonctionne, je trouve. C'est-à-dire que le casting d'Ant-Man, moi, je trouve que c'était une bonne idée, qui vient d'Edgar Wright, on le sait, mais c'était quand même une bonne idée. Michael Douglas, c'était super. Voir Kurt Russell dans ce rôle-là, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, c'était une bonne idée aussi. Le nouveau Spider-Man, moi, je le trouve super. J'aime pas le film, mais lui, je le trouve super. Et là, Brie Larson, c'est quand même un problème, je pense, dans le film. Alors, je viens un peu après la bataille, parce qu'on sait déjà qu'il y a un buzz assez négatif et qui viendrait aussi de son attitude à elle. Mais elle a cette fille, quelque chose elle dégage quelque chose d'assez antipathique et qui empêche le personnage d'avoir un drame, de vraiment fonctionner. Parce que le seul drame finalement que pourrait avoir ce personnage de Captain Marvel, c'est d'être un personnage déraciné, qui ne sait pas d'où il vient et tout. Et finalement, c'est extrêmement difficile d'y croire dans le film, et je pense qu'elle y est pour quelque chose. Et parce qu'elle est là juste à regarder de haut les gens tout le temps, systématiquement, à mettre des torgnoles, etc. Et c'est difficile en fait d'aborder le film par son a priori. Voilà. Et dernière strat, je trouve qu'en plus le film est très mal raconté. C'est-à-dire que par exemple, moi j'aime pas Black Panther, mais la mise en place de l'univers de Black Panther, je trouve qu'elle fonctionne sur les 20 premières minutes. Tu sais où tu vas, tu sais où tu es, tu sais comment se situe ce monde-là, comment il peut exister par rapport aux autres, etc. Et qui sont en gros les personnages principaux. Et du coup, très rapidement, tu comprends quels peuvent être les enjeux du film. Là, tu mets beaucoup de temps à raccrocher les wagons, parce qu'ils ont essayé de faire une espèce de narration déstructurée qui ne correspond pas du tout, à mon avis, à l'école d'écriture extrêmement nivelée et jugulée en fait de Marvel, et du coup voir les enjeux, comprendre l'évolution des personnages, comprendre les pouvoirs même de Captain Marvel, je trouve ça personnellement très difficile, et ce qui devait arriva en fait quand ces écueils d'écriture-là, c'est que tu as des ventres mous dans le film qui sont bien tapés, qui sont très difficiles à surmonter. Donc moi, évidemment, j'aime pas le film parce que c'est un Marvel.
Et c'est pas parce que c'est un Marvel que j'aime pas le film, mais c'est parce que c'est un film typique de formatage Marvel. Mais je me demande même si les fans en fait de Marvel peuvent apprécier ce film. Vraiment, c'est une interrogation, et avec tous ces outils en fait de jugement que je peux avoir de mon côté, j'ai l'impression que ce sera pas forcément le cas. Perrine. Je suis pas aussi. Enfin, je m'attendais. Bon, le film a un mauvais buzz d'avance. Mais bon, ça, c'est assez classique, ce genre de choses. Donc, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de prêter attention. C'est plus les bandes annonces, ce genre de choses, les images que j'avais pu voir jusque-là. Ouais. Et en effet, Brie Larson, je suis assez d'accord sur le côté. Moi, Brie Larson, elle était assez. Vraiment très. Enfin, moi, elle m'avait impressionné dans un film comme Room de Lenny Abramson. Mais voilà, c'est dans le film, en l'occurrence, je pense qu'elle essaye tellement de jouer le sérieux, tellement de jouer certaines choses, qu'il y a un jeu de sourcils et de regard qui a tendance à poliment m'agacer pendant tout le film. Elle surjoue tout, justement, je suis assez d'accord avec Julien quand elle dit qu'elle regarde les gens de haut la plupart du temps, et c'est assez vrai en fait. Il y a un truc où on se sent pas à l'aise. Ils essayent de créer une sorte de buddy movie un petit peu avec donc Samuel Jackson rajeuni, bien rajeuni d'ailleurs, très très bien rajeuni, c'est assez impressionnant dans le film, mais et finalement ça a du mal à prendre parce qu'encore une fois ils ont pas l'air d'être sur une sorte de pied d'égalité. C'est-à-dire que elle le regarde aussi de haut en fait en permanence. Donc finalement le buddy movie marche mieux avec le chat et Samuel Jackson que elle avec Samuel Jackson en fait, puisqu'il y a un chat. Mais en effet cette histoire d'années 90, c'est quelque chose qui m'avait assez obsédé. C'est quelque chose qui est en train de vraiment d'arriver. Le 90s is the new 80s, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Le revival années 90. Pour tous les gens qui les ont vécus, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est assez étrange. Et c'est vrai que c'est assez étrange de vouloir encapsuler les années 90 en quelque chose, parce que elles sont assez fluctuantes. Il y a plein de choses qui se sont passées, surtout en termes de style. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Je vois, il y a une série télé qui s'appelle The Goldbergs, qui est dédiée aux années 80. Ils ont fait un spin-off qui s'appelle School, qui est dédié aux années 90. Donc pareil, ça se joue dans les années 90. Donc vraiment c'est en train d'arriver quoi. Et là dans le film on est à Blockbuster, on tombe dans Blockbuster, donc le truc de location de vidéos, donc on a bien compris qu'on est dans les années 90, on a des lecteurs CD, on a des CD-ROM qui mettent du temps à charger, on a le vieil internet, donc c'est bon, on a compris par plein de les cybercafés, folie. Donc là on comprend, enfin c'est pas très subtil sur les années 90. Ne sait pas du tout de quoi oui, on non, parle. C'est pour ça. Il est né dans les années 2000. Folie. Non, mais après, moi, là où j'ai presque plus vu l'influence années 90, c'est pas tellement avec ces détails très très appuyés, et aussi la musique, hein, parce que entre Gwen Stefani, les All Saints, etc. Moi, j'étais ravie. C'était ma jeunesse, mais j'ai chanté toutes les chansons, hein, donc j'étais très contente, mais juste pour moi. Donc ça, c'était juste ça. Mais c'est plus presque dans les références au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a plein de références à d'autres films, des films qui sont sortis dans les années 90. Moi, j'ai vu du Men in Black, j'ai vu du Independence Day, j'ai même vu Star Wars épisode 1, j'ai même vu dans la musique, j'ai vu du Jurassic Park. Donc, il y a quelque chose d'assez fou. Mais et ça, puis c'est même, tous les films, Perrine. C'est vrai que je vois Jurassic Park partout tout le temps. Mais non, il y a du Jurassic Park, il y a même, il y a toute une période en flashback qui se passe dans les années 80. Là, c'est Top Gun. Donc, en fait, on est vraiment, le film cite d'autres films plutôt connu, donc c'est assez perturbant. C'est que je passais mon temps à essayer de reconnaître quel film il était en train de citer et quelles scènes ils étaient en train de citer de films que j'avais déjà vus. Mais il y avait quand même mieux dans les années 90 quand même. Oui, mais c'est des films. Moi j'aime bien Independence Day, mais c'est un plaisir coupable. Oui, je le sais. C'est des donc films le un peu citer en plus pour une scène comme ça, et puis ils refont exactement la même chose. Ils refont la même scène. C'est un gros film de merde. Non, mais Independence Day, faut le dire. Parce que moi je l'ai vécu à l'époque. Alors il faudra qu'on fasse un extra Independence Day, ça va plus du tout. Ce n'est pas que la question de j'aime ou j'aime pas, c'est que c'est des films qui sont connus, c'est des films qui sont identifiés, c'est des films grand public et des cartons des années 90, qu'on le veuille ou non, que vous les aimiez ou pas, c'est pas la question. Donc en fait, pu citer Hit et tu vois, qui sont aussi des films connus quoi, des années 90. Oui, mais finalement pas si popcorn. Mais ils ont pas vu. Pas si popcorn movie. Enfin, en tout cas, moi je trouve que dans le film on voit ça, et à la fois ça me rappelait des choses de mon enfance, donc ça me dérangeait moins, mais c'est en soi finalement pas si. C'est là où je trouve que le film finalement manque un peu de personnalité. Il y a quelque chose, au bout d'un moment, il s'efface totalement à vouloir tellement ancrer son film dans les années 90. Et c'est vrai qu'il y a un
souci de narration, il y a un souci de vouloir trop en faire, mais ça c'est vraiment le problème des Marvel. On rajoute toujours une menace supplémentaire qui ne sert à rien en permanence, et ils essayent d'être aussi avec cette musique, d'être qui est là utilisés, pour d'être aussi accrocher les fun. wagons aussi, je pense. Tu vois. Elle est là pour accrocher les wagons. Oui, elle est là pour accrocher les wagons, mais on peut le faire de manière un peu plus maligne, un peu plus intelligente. On n'est pas obligé de rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, puis même, on veut le lier encore une fois. La musique, c'est ce qui avait marqué dans les Gardiens de la Galaxie. Tout le monde avait la compile volume 1 des Gardiens de la Galaxie. Non, pas nous. Mais vous êtes chiant. Ouais, Non, vous mais êtes c'est chiant. les gens qui Faites aiment une bien le pétition film. pour Perrine. Ouais, voilà, faites une pétition pour moi. Faites les taire. Qu'elle puisse Mais parler. faites les taire. Mais voilà, c'était la musique qui avait marqué dans les Gardiens de la Galaxie. Et là, encore une fois, on a fait une BO très années 90. On le lit par ça. On le lit par un personnage en l'occurrence. Donc ça fonctionne pas, puisqu'on peut pas réitérer encore une fois une recette. Ça ne fonctionne pas. Surtout que ça n'essaie jamais d'être aussi drôle. Et moi, il y a peut-être un moment, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, un moment de retournement de situation que je ne citerai pas, avec un plan un peu étrange de body snatchers que je trouve plutôt intéressant, mais qui finalement sert pas à grand chose. Donc le film tente des choses, mais n'arrive jamais vraiment à imposer un style, et c'est presque ce que je lui reproche, c'est d'être aussi transparent. Après, moi, je me suis pas autant ennuyée que mes camarades. Et puis après, voilà, c'est l'histoire d'un parcours d'une jeune femme quand même qui finalement va s'émanciper et découvrir ses propres pouvoirs. C'est là où il est dans la carte féministe totalement, dans l'idée de il faut s'émanciper des chaînes qu'on nous a données, du regard des autres et de ce que les autres attendent de nous. On s'en émancipe et c'est comme ça qu'on découvre son plein pouvoir. On prend conscience de ses propres capacités. Pas ce qu'on nous a donné, mais ce qu'on est capable de faire. Donc, et surtout en tant que femme, en l'occurrence ici. Mais le problème, c'est que c'est un peu convenu et attendu. Et encore une fois, je pense en effet que Brie Larson n'est peut-être pas le personnage, en tout cas l'actrice qui pouvait le mieux le porter, parce que on n'a pas de connexion émotionnelle avec elle. Et finalement, j'en ai beaucoup plus avec Gal Gadot finalement dans Wonder Woman, et pourtant, Dieu sait que c'est vraiment physiquement pas la même chose. J'ai plus de connexion avec elle qu'avec une Brie Larson. Donc c'est un petit peu dommage, mais par rapport au buzz, j'en reviens au début, par rapport au buzz attendu, je m'attendais vraiment à pire que ce que j'ai vu. Stéphane. Moi, je rejoins Julien sur l'idée que c'est très difficile de critiquer les films Marvel parce qu'ils sont devenus un peu critique-proof, comme ils sont devenus un peu, Cinéma-proof. Ouais, mais même pas seulement cinéma-proof, c'est qu'en fait, même là, il y a beaucoup de... alors, on enregistre, on ne sait pas ce que ça va faire ce week-end aux États-Unis, mais il y a beaucoup, en fait, de discussions autour du fait que le tracking est en train de vraiment de baisser, parce qu'il y a toute une frange du public, en fait, qui se désintéresse du film, le public de Marvel, qui serait donc des jeunes adolescents, tu vois, j'ai envie de dire, de 15 à 35 ans, tu vois. Je compte adolescent là-dedans dans le terme, tu vois. Mais le truc, c'est que ça, on sait pas. Après, est-ce que ça va impacter vraiment Marvel? À mon avis, pas du tout, parce que dans 2 mois, il y a Avengers qui arrive et ça a tout pété aussi, parce que tout le monde a envie de voir ce qui s'est passé après la fin de Avengers 3. Donc voilà, donc c'est très compliqué, je trouve, effectivement, c'est censé s'inscrire dans un tout. On est censé prendre en compte le fait que si t'écoutes les fans, on est censé prendre en compte l'aspect complètement incroyable, en fait, de cet univers et de l'idée, en fait, tout simplement que ça a été jamais fait au cinéma, tu vois, ce qui est peut-être vrai, mais c'est pas du cinéma pour moi. C'est-à-dire vraiment, en fait, il y a une espèce de façon de raconter le truc qui effectivement, alors on a parlé des années 90, on a parlé du parcours du personnage. Moi, le problème que j'ai avec le personnage et la raison pour laquelle je le trouve antipathique, c'est que pour moi, elle est à peu près aussi antipathique que Tony Stark dans le premier Iron Man. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est-à-dire que moi, je veux bien accepter qu'on me présente quelqu'un qui est arrogant, qui prend tout le monde de haut. Si tu montres à un moment donné, une ou deux, des failles, en fait, si tu veux, qui fonctionnent, et des trucs, en fait, qui sont incarnés. Alors, dans mon souvenir d'Iron Man, ils essayent, tu vois, avec l'histoire du cœur et tout ça, etc., mais ils n'y arrivent pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que t'as quand même 99% d'arrogance et 1% d'humanité. Là, l'humanité du personnage, elle n'existe pas. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire... C'est ça, avec la petite fille, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est pareil, en fait. elle la prend de haut. Donc le truc, c'est que tu t'es dans un espèce de système où tout simplement parce qu'on te dit que c'est un film, féministe et que c'est le female empowerment, comme on dit, en gros, si tu veux, tu peux pas la montrer avec certaines failles. Ce que moi, je trouve complètement absurde, tu vois. Parce que justement, c'est ce qui crée, c'est quand tu te démontres, en fait, c'est thèse, antithèse, synthèse, c'est simple, hein, tu vois, je veux dire, c'est la narration depuis que la narration existe, quoi. Donc, je trouve ça complètement absurde. Et après, l'autre problème, c'est qu'en fait, la façon dont ils essaient de démontrer ces choses-là, ça passe par des petits détails. Alors, on a parlé de toutes les citations de films ou ce genre de choses, mais il y a une citation au tout début du film
film que je trouve extraordinairement déplacé. C'est un gag, hein, tu vois. C'est dans le blockbuster. T'as une PLV en fait de True Lies, et en fait quand elle se réveille, boum, elle met effectivement, un coup de laser, c'est quoi le pouvoir, tu vois, voilà. Enfin, elle balance un shoot dans la tronche de Schwarzenegger, quoi. Schwarzenegger uniquement, parce que la PLV c'est Schwarzenegger et comment elle s'appelle, Jamie Lee Curtis. Comment elle s'appelle, Jamie Lee Curtis. Pardon. Ouais, c'est honteux, je sais. Et je me repentirai. J'espère bien. La saison prochaine, je ferai que des films de Jamie Lee Curtis. Ah ouais. Voilà. Bien. Mais, en reco. Mais le truc, c'est que donc bam, le patriarcat dans ta gueule, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est un film de James Cameron qui, je sais pas, hein, si tu veux, a quand même démontré je suis pas par. sûre que ça soit ça. Hein. Écoute, moi, quand je vois ça dans ce genre de film, si tu veux, y compris, Schwarzenegger le faisait dans les années 90 quand il se foutait de la gueule de Jurassic Park dans son propre film. Je me rappelle d'un film de merde comme Torque, où les mecs se foutaient de la gueule de Fast and Furious à l'entrée. Les mecs, ils arrêtent pas. Et quand c'est plus ou moins dans le sujet, moi, j'ai quand même l'impression que j'ai quand même l'impression que c'est une manière de dire, parce que Cameron lui-même, il s'est prononcé contre Marvel, c'est surtout prononcé contre Wonder Woman, tu vois, rien fait, ce genre de truc, quoi. Moi, j'ai plus vu ça un truc à la Terminator. Enfin, elle tombe de nulle part comme ça, comme un peu comme Terminator. Possible, et pour moi, c'est juste. Après, c'est peut-être possible, mais je suis pas. Enfin, ouais, non, je suis pas sûre d'aller chercher jusque là-bas. Et moi, je vais chercher jusque là-bas. Et ouais, mais c'est pas très malin, effectivement. Et le truc, c'est que donc du coup, je trouve ça extraordinairement déplacé quand à la fin tu fais ça, quoi. C'est-à-dire tu crées ce personnage-là, fastueux, qui est pas vraiment incarné, qui est effectivement assez antipathique. Mais encore une fois, je le trouve antipathique, vraiment comme je trouve antipathique le personnage de Robert Downey Jr. Voilà. Donc je suis même pas sûr que ça soit que un problème de casting. Je pense que c'est un vrai problème d'écriture autour du personnage, et notamment à cause du fait que toi, t'as résumé le film au tout début dans l'ordre, mais le film il est pas dans l'ordre, hein, si tu veux. C'est-à-dire que c'est flashback sur flashback sur flashback qui sont censés te déstabiliser pour, j'imagine, te mettre dans la tête du personnage principal, sauf que, et d'être embrouillé comme elle, sauf que le truc arrive, on va dire, plus ou moins à 50 minutes avant que tu comprennes finalement exactement ce qu'elle est censée représenter, et que le reste du film, et là c'est un gros problème d'incarnation aussi, il est interprété par des gens dont, de toute évidence, qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire quand t'as Jude Law, quand t'as comment elle s'appelle, Annette Bening, quand t'as tous ces personnages-là qui viennent déclamer leur ligne, si tu veux, et qui sont censés représenter un univers dans lequel on te balance d'entrée de jeu, et que tu vois qu'ils savent pas de quoi ils parlent, parce que tu vois qu'ils connaissent pas du tout l'univers de Marvel, parce que tu vois que même les réals, t'as l'impression qu'ils savent pas de quoi ils parlent non plus, alors qu'ils ont pourtant écrit le film, quoi. Enfin, en tout cas, co-écrit le film. Voilà, enfin, t'es en train de te dire, mais vous savez, en fait, quels sont les enjeux, ce qui se passe, etc., etc. Et c'est très compliqué, parce que tu vois qu'en fait Marvel a besoin d'avoir des acteurs de talent, on va dire, en tout cas installés, reconnus par Hollywood, par la critique, pour dire regarde, on fait pas des films des films d'ados, tu vois. Mais t'as l'impression qu'ils les nourrissent pas vraiment, quoi. Après il y a la drague, il y a la drague éhontée du public, c'est-à-dire que le film, alors je sais qu'il est mort récemment, donc forcément mais que le film s'ouvre à ce point-là sur Stan Lee, si tu veux, quelque part ça décrédibilise son caméo, qui pourtant en fait a une touche un petit peu rigolote, je trouve, dans les 90s, dans le 19s porn du truc, puisqu'en fait ils font une référence à Mallrats, dans lequel il a joué. Voilà, mais alors du coup c'est là où tu te rends compte que tout le monde applaudissait effectivement ce matin à la projection, tout le monde applaudissait le carton d'ouverture, et personne n'a compris de quoi ça parlait quand il faisait son caméo, ce qui est assez bizarre, quoi. Et puis après il faut voilà, quand on parle de donner le pouvoir aux femmes, tu leur fais faire quelque chose de plus fort que ce que tu vois là, hein, parce que c'est quand même le combienième Marvel, là, 357e. Voilà, donc 357e Marvel, et t'es juste en fait la séquence d'action finale la moins impressionnante du film, quoi, depuis longtemps, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que même depuis Black Panther, même depuis tout ça, où moi je trouve que c'est à chier tout ça, c'est hyper sobre en fait. Elle rentre à travers un vaisseau et elle le défonce. Voilà. Donc, sans enjeu, parce que comme t'as pas bien compris les pouvoirs juste à ce moment-là du film, en fait, tu te dis donc elle peut tout faire et elle est indestructible. Parce qu'il y a un autre problème, moi je trouve dramaturgique aussi dans le film, qui est plus de l'ordre du détail en fait, mais qui contribue en fait à ton détachement par rapport au personnage principal. C'est que très tôt dans le film, la nana, alors que tous ses pouvoirs ne sont pas révélés, elle survit à un crash sur la Terre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace et elle se crache avec un vaisseau, et même elle a plus de vaisseau au bout d'un moment sur la Terre, et elle survit à ça. Et ça, je me suis dit, mais c'est un gros problème en fait. C'est-à-dire que si ton personnage principal, il a survécu à ça et qu'il se redresse sans égratignure, bon, elle a un peu de poussière quand même sur elle et tout, comment tu peux vibrer en fait pour elle ?
À quel moment tu peux te dire putain, elle est vraiment en danger? Moi, j'ai eu ça fait partie aussi des problèmes du film, c'est-à-dire que je n'ai pas compris quel était finalement son point faible, et même quand elle découvre le plein potentiel de ses pouvoirs, je trouve ça extrêmement flou ou mal raconté, parce que c'est un pouvoir qu'on lui a implanté, mais non, en fait, c'est en lui enlevant qu'elle le révèle. Enfin bon, je vais pas tout révéler pour le public et tout. Je vais juste rajouter un tout petit truc, Perrine, si je peux. Et après, mais je vais juste dire qu'il y a un autre problème aussi sur le film, c'est que, et c'est là où moi je trouve ça tire à la ligne Marvel, c'est que ils se retrouvent encore avec, alors c'est un peu spoiler ce que je vais dire, mais ils se retrouvent avec un fonctionnement narratif qui est équivalent à plein de leurs films précédents, je trouve, qui est ton héros travaille pour une structure et cette structure se révèle être moins louable ou noble que ce que tu penses en fait. Et c'est un truc, moi j'ai l'impression que je l'ai vu beaucoup dans Marvel, quoi. Enfin, je dirais le Captain America 2, si mes souvenirs sont bons, c'était intégralement ça. Dans les Gardiens de la Galaxie, je crois me souvenir qu'il y avait un truc un peu comme ça. Dans Doctor Strange, je crois aussi, il y avait un truc aussi comme ça dans Doctor Strange où finalement c'était pas le cas, mais pendant longtemps tu pensais que c'était le cas et tout. Et là je me suis dit putain, ils sont encore à ressortir cette ficelle-là. Pardon, Perrine. Non, c'était sur les super pouvoirs, parce qu'en fait à un moment donné je me suis dit c'était un peu le Captain Marvel était un peu le Superman parce qu'en fait elle a des super pouvoirs, elle paraît imbattable littéralement, puisque encore une fois on n'a pas toute la donnée de son pouvoir, mais elle peut voler, enfin elle peut faire beaucoup de choses avec, vraiment. Donc c'est assez extraordinaire, sauf que c'est un peu Superman sans la kryptonite. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas, dans le film on n'a pas trouvé sa kryptonite, on ne sait pas justement ce qui la mettrait vraiment en danger, puisque à un moment donné il y a une séquence vers la fin, une grosse bataille, évidemment, une sorte de volonté de climax de bataille, quoi. Et j'étais vraiment en train de me dire oui, mais par quel angle on l'attaque en fait, puisque littéralement je ne vois pas ce qui peut la détruire. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Julien, je ne suis pas inquiète à aucun moment pour elle. C'est là où finalement, c'est quand même l'idée, c'est quand même de faire un film sur un personnage féminin, donc l'évolution qui se découvre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et finalement, le personnage pour lequel je suis plus inquiète, qui m'intéresse presque le plus, c'est celui de Samuel Jackson, qui va plus ou moins lui aussi faire un parcours. Et ça, c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est que d'un seul coup, on déconstruit un petit peu le côté Avengers d'avant, où c'est vraiment juste les super-héros qui se réunissent et on est copains et on va sauver le monde tous ensemble. C'est l'idée que ça vient de beaucoup plus loin, et c'est comment le personnage de Samuel Jackson a créé son shield à lui, dont on entend parler depuis 21 films pour certains, 357 pour d'autres. Mais donc c'est voilà, du temps ressenti. Mais c'est vrai que et d'un seul coup là, j'aimais bien cette idée qu'on déconstruise un petit peu ce truc-là et qu'on voit comment ça s'était né. Et ça m'a plus intéressée. Et c'est quand même relativement problématique pour moi de me dire que ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est l'intrigue secondaire et pas l'intrigue principale qui concerne ce personnage de Carol Danvers, quoi. Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de recommandations. Alors, on n'est pas obligé de rester dans l'univers Marvel. Perrine fait merde avec sa bouche, silencieusement. Ça veut dire qu'elle n'a pas de reco prête là tout de suite. Donc je vais une nouvelle fois donner la parole à Julien Dupuis, parce que finalement, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime souffle tous. Sur les braises de la colère. Donc Julien, oui, alors pas grand chose. En fait, il y a les films de super-héros en fait depuis qui se revival depuis le début des années 2000 piochent allègrement dans le tokusatsu japonais. Donc tout ce qui est super-héros japonais, il y a des films, il y a beaucoup de séries surtout, des trucs super formidables. Je vous invite à découvrir tout ça. Et je me suis dit du coup tiens, je vais en conseiller un parce qu'on en a jamais parlé. Et un qui fait un peu écho en fait à Captain Marvel, parce que j'essaie quand même toujours, tu vois, d'être. C'est-à-dire que toi t'es un salopard avec moi, mais par contre toi, moi j'essaie d'être très un bon élève. C'est toujours ça, il y a toujours un peu de haine pour le bon élève. Ça, tu vois. Et en fait, j'ai pensé à un film qui s'appelle Ultraman the Next, qui était alors Ultraman, c'est un des personnages les plus vieux en fait du tokusatsu. Il est né dans les années 60. C'était un personnage d'abord à la télé et qui continue tous les jours. Tous les ans, il y a des nouvelles saisons qui apparaissent. Et The Next, c'était au début des années 2000, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que Stéphane se souviendra mieux de la date que moi. 2004. 2004, voilà. Stéphane, c'est IMDb. Vivant, c'est ça, son super pouvoir. Et en fait, ils avaient l'IMDb grec. Ils avaient tenté, il y avait eu la même chose sur Kamen Rider, qui est un autre film. si je vous emmerde, par contre, il faut le dire. Mais non, mais tu vois ce que ça fait. Et ils avaient fait une tentative, en fait, de faire, c'était un peu à la Nolan. C'est-à-dire, ils essayaient
réadapter en fait ces personnages-là de façon un tout petit peu plus réaliste. Alors Ultraman, c'est très compliqué parce que le concept d'Ultraman, c'est un humain qui est investi par une force stellaire et qui se met à grandir pour affronter des monstres géants. Donc c'est un peu compliqué de faire en termes de réalisme, c'est chaud. Tu peux pas faire Batman Begins avec ça, mais ils avaient quand même essayé. C'était un truc un peu plus adulte. Il avait pas le même costume, etc. Et bon, alors du coup, on voit qu'il y a des ponts avec Captain Marvel là-dedans. Et pourquoi j'en parle en particulier, c'est que dans Captain Marvel, il y a une séquence où elle découvre qu'elle peut voler. Moi, j'adore les films dans lesquels les mecs ils volent. Je trouve que c'est génial. C'est très galvanisant, je trouve, voir un homme voler, ou une femme, en l'occurrence, voler, c'est super. Et là, dans Captain Marvel, c'est naze. Et moi, je l'ai vu voler, mais ça m'a fait ni chaud ni froid quand j'en avais rien à faire. Alors que par contre, dans Ultraman The Next, la première scène de vol d'Ultraman, ça dépote. C'est super. Et voilà. Alors, le problème, c'est que le film n'est pas distribué en France, n'a jamais été acheté, mais... il y a des moyens qui existent. Des moyens. Le DVD japonais. Il y a des DVD japonais, mais qui n'est pas sous-titré non plus. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses. Des gens qui parlent japonais qui peuvent vous le traduire. Enfin, ça existe. Perrine. Oui, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. On a retrouvé. C'est bon, on a retrouvé. Non, je pensais à la buzz. La buzz. C'est vrai qu'elle a depuis tout à l'heure j'y pense. Vincent Dezania. Moi aussi j'avais pensé à la puissance du port du Havre, quoi. Mais non, j'avais pensé à un autre film d'une jeune fille aussi qui va un peu découvrir ses pouvoirs et s'émanciper aussi. C'était Anna de Joe Wright. Alors on n'est pas du tout sur des super pouvoirs, on est un peu sur des super capacités quand même, puisque c'est un personnage qui a des capacités supérieures, mais qui au début du film en tout cas l'ignore totalement et est entraînée d'une certaine façon. On lui dit qu'elle est une certaine chose et au fur et à mesure elle va un peu découvrir autre chose, découvrir son propre combat et révéler son potentiel. Sauf que dans le film de Joe Wright, donc qui est pas du tout un film de super-héros, qui est pas du tout un film de super-pouvoir ou quoi que ce soit. Presque fantastique. Mais non, parce que plus dans l'idée du conte de fées en fait. On est plus dans le conte de fées chez Joe Wright et voilà, on a cette princesse qui va devenir, enfin c'est pas une princesse d'ailleurs, elle est plutôt très très guerrière quand même, mais qui va finalement se découvrir le monde, se découvrir elle-même et en découvrir plus sur son passé tout en découvrant plus sur ses capacités. Donc vraiment je fais un lien entre ces deux personnages, mais c'est vrai que chez Joe Wright, moi j'aime beaucoup le travail de Joe Wright et son travail sur des univers assez forts. Et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a une série Anna qui arrive sur Amazon qui est écrite par le scénariste de Anna de Joe Wright, mais voilà, c'est le même film, la même histoire, mais en plus long et en plus détaillé et en moins conte de fées. Donc si on le en différent, c'est beaucoup plus ancré dans une forme de réalité. Mais je recommande les deux, mais particulièrement le film de Joe Wright. Stéphane. Alors la nostalgie des années 90, elle est quand même assez bizarre dans le film parce que t'as comment dire, il cite des super gros films. Effectivement, on a parlé de Men in Black, on a parlé de Independence Day, tout ça. Même, Samuel Jackson, c'est le Samuel Jackson en gros du négociateur, tu vois. Ouais. Donc moi, j'en suis à dire que si on en est à citer des films, un petit peu moins connus, parce que le négociateur, c'est quand même pas super connu, tu vois. Pourquoi les mecs, c'est pas super connu par rapport à Independence Day ou Men in Black, tu vois. Pourquoi est-ce que les mecs ne citent pas Anaconda, tu vois, par exemple, si tu veux. Alors Anaconda, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Non, je crois pas. C'est Luis Loza. Louis Loza, c'est un réalisateur, il avait fait Sniper, il avait fait L'Expert avec Stallone, et voilà, c'est je pense que c'est un assez grand réalisateur, quoi. et en fait, ça raconte l'histoire d'une expédition, en fait, d'une équipe, en fait, qui part dans la jungle amazonienne ou un truc comme ça, quoi, et ils vont rencontrer quelque chose, je ne dis pas ce que c'est, tu vois, voilà. Ils vont quelque chose, en fait, et voilà, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, tu vois, alors on me dit, on va me dire, mais attends, le film il se passe en 95, Captain Marvel, c'est pour ça qu'Anaconda 1997, c'était pas sorti. Je fais, moi, je veux pas le savoir, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je pense que Marvel devrait jouer un peu cette carte-là. Mais Anaconda, peut-être pour la suite. Ça serait bien. Ce serait bien, quoi. En tout cas, qu'elle y fasse référence dans Avengers Endgame. Qu'elle a dit, en fait, j'ai vu un film, je sais pas si vous l'aviez vu, et puis là, j'ai vu Anaconda, parce que moi, j'aime bien les années 90, et voilà, je voulais en parler. Elle en parle avec Captain America, qui lui-même, tu sais, il a toujours une liste, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut voir, tu vois, donc elle lui met sur sa liste Anaconda, tu vois. Tu sais, des trucs comme ça. T'aurais dû dire que dans Civil War, c'était un scandale qu'il n'y ait pas sur la liste de Captain America Anaconda, c'était quand même important. Tu vois, c'est ce que je suis en train de dire, il faut qu'elle le rajoute. Tu devrais le dire à Marvel, quand même, c'est important. Je sais pas si ils m'écouteront. On leur écrira. Voilà. Si. Donc Anaconda, Luis Loza. Il y a un Blu-ray. Il y a un Blu-ray Criterion. D'accord. Je crois, avec plein de bonus et tout. Et voilà.
Magnifique, quelle belle émission. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci Quentin à la technique et Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.